les gens arrivent toujours doucement, surtout l'après-midi après le déjeuner. Ben, chez Je nous, vois, je je dirais trouve qu'on que laisse pas 15 vous êtes minutes. rythmé. Bon après-midi. Alors, nous allons commencer la deuxième étape de ce colloque de l'Institut d'urbanisme euh, avec un horaire légèrement, ou je devrais peut-être dire passablement modifié. Peut-être que certains d'entre vous savez déjà que M. Tard, en fait, sera plus que tard. Il ne viendra pas du tout. Il était à New York et malheureusement, étant donné l'ouragan Sandy, il n'a pas pu se déplacer. Donc, nous, on a décidé euh, de commun accord, tous les participants de la table ronde, de prendre tout l'espace qui nous était alloué. Et donc, vous aurez droit à une conférence revue et surtout très augmentée de Taoufik Souami sur court-circuit dans la fabrication urbaine au départ. Par la suite, on va poursuivre avec la conférence de M. Rafi Bedrossian sur Waterfront Toronto. Il y aura des questions de l'auditoire et par la suite, après la pause, on reviendra avec des courtes interventions des deux autres participants à la table ronde numéro 3, numéro 3, et on prendra des questions de l'auditoire. Donc, on va prendre vraiment tout le temps, sauf qu'on a deux plus grandes conférences au début, questions de l'auditoire, pause et ensuite table ronde. Alors, je vous rappelle quand même le sujet général de la table ronde qui est court-circuit versus mégastructure. Est-ce que, justement, les circuits courts sont là pour remplacer les méga-infrastructures du passé? Quelle est leur place, finalement, dans le développement urbain, etc. Donc, je vais laisser la place à M. Souami, pardon, et pour débuter la première conférence qui devrait durer entre 30 et 40 minutes. Bonjour. Donc, comme il y avait plus de temps, donc une quarantaine de minutes passées des 3 heures qu'on m'a demandé de faire. Non, c'est pas ça. D'accord, ça sera une demi-heure. Je voulais d'abord remercier les organisateurs de ce colloque. Remerciements pour deux raisons. Ce que cet anniversaire fait écho à ce que je vis ou à ce que nous vivons collectivement dans un institut d'urbanisme auquel j'appartiens, l'Institut français d'urbanisme, qui va également bientôt, comme d'autres formations, fêter pas 50 ans, mais une quarantaine d'années. Et par ailleurs, nous sommes en train de nous rapprocher avec l'Institut d'urbanisme de Créteil pour constituer ce que nous appelons l'école d'urbanisme de Paris. Et donc, les interrogations, les débats que vous avez, les discussions qu'on va encore avoir sur l'évolution de l'Institut m'intéressent en particulier. Et puis, par ailleurs, parce que le sujet choisi, c'est-à-dire les réseaux, fait écho par ailleurs à d'autres réflexions de la même manière, mais dans le cadre du laboratoire auquel j'appartiens, c'est-à-dire le LAT, c'est comment on peut repositionner, reconstruire une réflexion sur les réseaux, objet qui a été au centre de la constitution de la fondation et puis des réflexions de ce laboratoire. Donc, merci de m'avoir permis de venir piquer des idées ici à Montréal. Alors, je voudrais d'abord préciser le point de vue à partir duquel je vais faire cet exposé, effectivement augmenté à l'invitation des organisateurs. C'est celui d'un chercheur, d'un enseignant qui, dans un passé plus lointain, était un praticien dans le champ de la fabrication urbaine. Et il se trouve que j'ai eu, au bout de quelques années, à travailler en particulier sur ces questions de réseau et de services urbains. Petite introduction très rapide, ou plutôt précision, pour qu'on puisse parler de la même chose. Je vais probablement, comme beaucoup d'entre nous, mettre sous le même vocable de réseau beaucoup d'objets, beaucoup de processus très divers. Mais il faut qu'on se rappelle, me semble-t-il, que ces réseaux sont relativement différents entre les réseaux de distribution de l'énergie et les réseaux de gestion de l'eau, donc à la fois distribution de l'eau et d'assainissement, et les réseaux liés aux déchets, puisque c'est l'intitulé de cet atelier.
choisi de travailler sur ces 3 domaines en particulier. Nous avons des différences très très importantes, en particulier aujourd'hui, sous un certain nombre d'appels ou d'obligations environnementales. L'énergie traverse l'ensemble des territoires, les déchets renvoient à des matériaux et à des matières très différentes, et enfin l'eau renvoie aux vivants, et on ne peut plus tout à fait les traiter sous un chapeau unique. Ça renvoie à la fois à des contraintes, mais aussi à des valeurs et à des contraintes, valeurs sociales et des contraintes politiques qui sont radicalement différentes. Cet avertissement étant fait, je ne vais pas le respecter donc, et je vais mettre sous le même chapeau beaucoup d'objets qui sont relativement divers. Alors pour commencer, très rapidement, on va prendre quelques exemples. C'est ce qu'on m'a demandé de rappeler. Hein. C'est là aussi pour beaucoup d'entre vous probablement un rappel. Ce que sont ces circuits courts et surtout quelles sont leurs petites mises en œuvre actuelles ou leurs mises en œuvre émergentes. Ensuite, pourquoi les circuits courts? Et là, je vous proposerai qu'on suive, parce qu'un exposé doit être basé sur une intrigue, un personnage, de cette intrigue que je vous propose de suivre pendant une petite demi-heure, et ce personnage, ce sont les entreprises de services urbains, les entreprises en charge de la gestion des réseaux, dans les interrogations, dans les développements, dans la place aujourd'hui dans la fabrication urbaine, me semblent particulièrement révélatrices des grandes questions qu'on se pose autour de circuits courts et grandes infrastructures urbaines. Nous verrons ensuite les facteurs facilitateurs et les limites majeures de ces circuits courts pour revenir à un certain nombre d'écueils et de conditions de développement de ce type de dispositifs techniques. Premier exemple rapidement, Evalinxmeer aux Pays-Bas. Un exemple intéressant parce que cette communauté d'habitants a choisi d'être le plus ambitieuse possible en matière de bouclage des flux et en particulier des flux d'eau. Pour ceux qui s'intéressent à l'hydraulique urbaine, c'est un exemple intéressant qui n'a pas abouti à ces dessins quasi utopiques, mais très rapidement, reconstitution d'une rivière, captation des eaux de pluie, traitement des eaux usées à travers des bassins et des plantes phytorémédiantes, et une grande partie des circuits sont certes bouclés, mais on ne peut pas être dans l'autarcie totale d'un point de vue hydraulique. Deuxième exemple, BO01, un exemple donc à Malmö, et là, objectif d'autonomie totale de la production énergétique, là une partie de la panoplie de l'énergie de l'énergétique solaire, avec des déploiements de ces dispositifs que l'on connaît depuis longtemps, mais qui sont là déployés à l'échelle de ce grand projet urbain installé sur une friche portuaire. Là, l'objectif est atteint, c'est-à-dire que 100% de l'énergie est bien une énergie produite localement à travers ces différents types d'installations, principalement solaires, mais il y a un petit peu d'énergie. Et là, en arrière-plan, il y a là aussi l'idée de ce qu'on appelle les bouclages des réseaux in situ. Alors, ces deux premiers exemples illustrent un principe idéal qui est sous-jacent très souvent dans ces projets d'aménagement urbain où on a essayé d'appliquer au plus loin, aussi loin que possible, cette idée de circuit court, c'est-à-dire la canalisation des flux de matière, d'énergie à l'intérieur d'un périmètre, d'un territoire donné. La mise en œuvre, évidemment, est beaucoup plus complexe, et pour ça, je prendrai l'exemple de Kreuzberg qui illustre, je pense, très bien les différents registres par lesquels on passe pour mettre en œuvre ces circuits courts. En résumé, en fait, on en vient d'un point de vue technique à faire du sur-mesure dans les différents domaines. Très rapidement, dans le cas de Kreuzberg, nous avons affaire à un projet qui, comme ceux que je viens de vous présenter, comme beaucoup de quartiers dits durables du nord de l'Europe, sont initiés au début des années 90. Là, en l'occurrence, il est particulièrement important. Hein, c'est un projet sur plus d'une centaine d'hectares pour réaliser plus de 6000 logements. Et dans ce cadre-là, la ville de Hanovre choisit pour principal objectif, leitmotiv, il y a beaucoup d'objectifs environnementaux, mais son principal objectif affiché, c'est de réduire de 60% les consommations énergétiques, et pour cela, produire au maximum et boucler au maximum les ressources énergétiques sur ce site d'une centaine d'hectares.
Un travail évidemment classique sur l'aménagement, je saute ici, mais qui est un élément clé dans cette optimisation du territoire local. Et puis, pour la petite histoire, un travail entre l'entreprise énergétique, dont je vous parlerai tout à l'heure, et un bureau d'études énergétiques, qui aboutissent à 22 scénarios. Pourquoi 22 scénarios énergétiques? Parce que est étudié bâtiment par bâtiment, îlot par îlot, ensuite partie par partie du quartier, les optimums, et puis les combinaisons entre ces optimums. Et là, il y a une identification donc, de tous les potentiels énergétiques, éolien, solaire, géothermie, en fonction des orientations, des proximités des réseaux de chaleur existants ou du réseau de distribution de gaz, qui aboutit à ces 22 scénarios énergétiques. Et ensuite est choisi un des 22. On a ici une illustration de ce qu'on voit diffusé depuis bientôt donc une quinzaine d'années dans le nord de l'Europe et en Europe d'une manière générale. C'est un travail très très fin sur l'optimisation de ces potentiels locaux, qu'ils soient anthropiques ou qu'ils ne soient pas anthropiques. Et ce travail très très fin aboutit partiellement à la mise en place de circuits, de ce qu'on appelle donc des circuits courts. Là, en l'occurrence, dans le cas de Kreuzberg, on a le déploiement de l'ensemble de la panoplie, de ce que j'appelle le package technico-environnemental en matière énergétique. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais grosso modo, donc vous avez de l'énergie produite grâce au solaire, de l'énergie éolienne, des chaufferies gaz, mais pour faire de la cogénération. Vous avez des dispositifs comme celui-ci de stockage calorique dans un réservoir d'eau qui, grâce à des technologies d'isolation, permet de maintenir l'eau à la même température sur une saison. Bref, une localisation très forte in situ des potentiels de stockage, donc de captation et de stockage de l'énergie. Donc, tout ceci est organisé dans ce schéma que vous voyez là-bas à droite, à travers donc une partie des circuits qui sont certes interconnectés, mais qui sont surtout, et c'est le résultat final, connectés au réseau énergétique, évidemment, du territoire et de la ville et du territoire. C'est-à-dire qu'on a en 3 temps l'idée d'une autonomie énergétique qui permet de lancer le projet, qui permet d'avoir un principe de conception, dans un deuxième temps du sur-mesure technique, et ensuite dans un troisième temps, c'est ce que vous voyez ici à gauche, un bilan qui va considérer le quartier en lui-même, c'est-à-dire quelles sont les performances de production énergétique, et là on revient vers le périmètre territorial spécifique du quartier. Alors tout ça est produit grâce à également, et c'est là où je voulais en venir, au-delà des exemples spécifiques que je viens de vous présenter, tout cela est monté grâce à des dispositifs relativement complexes de financement et de contractualisation. Dans le cas de Kreuzberg, donc ce schéma-là vous donne l'impression, donc c'est le but du jeu, j'essaie de vous impressionner, qu'il y a effectivement quelques centaines de partenaires pour mettre en œuvre rien que la seule partie énergétique du projet. En réalité, ils ne sont pas quelques centaines, puisqu'en fait, ce qui fait qu'ils sont quelques centaines, c'est les participants aux sociétés par participation pour mettre en place l'éolien. Mais on a tout de même, en face de la ville de Hanovre, plus d'une vingtaine de partenaires financeurs pour réaliser l'ensemble de ce programme énergétique. Ce qui m'amène, et c'est là où je voulais en venir, au pourquoi des circuits courts. Alors l'une des premières raisons, ou les premières raisons, on va dire, qui sont évoquées et qui motivent la mise en place de ces circuits courts, c'est certes un certain nombre d'exigences en partie réglementaires, d'efficacité localisée, d'efficacité environnementale, alors énergétique pour l'eau ou même maintenant pour les déchets qui soient les plus territorialisés, les plus locales possibles. C'est aussi des pressions du champ politique, qu'il soit associatif, habitant ou celui des élus, mais c'est aussi, et donc j'en viens à mon personnage principal, le fait de l'exploration et de la tentative des entreprises de services urbains
d'utiliser, d'explorer les circuits courts comme solution à la crise, à la mise en question profonde de leur modèle économique qui est lui fondé sur ce que rappelait ce matin donc Frank Scherer, c'est-à-dire les réseaux universels avec leur modèle économique. J'y reviendrai tout à l'heure. Quand on regarde ces projets, effectivement, qu'est-ce qu'on observe? On observe l'arrivée dans une maîtrise d'ouvrage classique. Vous avez dans mon petit cercle rouge en haut les principaux décideurs, qui sont les développeurs et généralement l'autorité locale. On voit arriver des entreprises de services urbains, en particulier d'entreprises énergétiques ou d'entreprises de distribution et de gestion de l'eau, dans le premier cercle de décision. Je rappelle qu'en dehors de ce qu'on a vu ce matin, c'est-à-dire les grands projets d'infrastructures de transport, les entreprises de services urbains sont très présents, mais ne sont pas présents directement dans l'initiation des projets urbains. On fait rarement un projet urbain d'abord en étendant un réseau de distribution de l'eau et d'assainissement. Ces opérateurs interviennent d'une manière plus secondaire et dans un temps différent. Dans ces projets où sont mis en œuvre ces circuits courts, on va les trouver convoqués ou s'invitant au centre des processus de décision. Alors pourquoi sont-ils présents? Ils sont convoqués parce qu'on attend d'eux, dans un premier temps, une expertise technique, mais aussi des capacités d'investissement. Autrement dit, on va les inviter, et ils s'invitent dans ce type de projet, au cours de ce type de projet, parce qu'on attend d'eux non seulement, ou j'ai envie de dire plutôt, plus du tout la mise en place de réseaux, on attend d'eux qu'ils amènent leurs compétences, leur savoir-faire et éventuellement leur capacité à déployer une fonction qui est celle de l'exploitation urbaine. Parce que l'une des grandes difficultés auxquelles sont confrontés les porteurs de ce type de projet, c'est qu'en face d'eux, les développeurs, les promoteurs, les constructeurs se trouvent en incapacité de dire de quelle manière vont fonctionner d'un point de vue économique, mais aussi contractuel, ce type de dispositif, ces circuits courts. Donc sont convoqués, là, dans différents exemples européens, mais aussi en particulier en France, ces entreprises, non pas d'abord parce qu'elles savent faire du réseau, alors en plus petit, en circuit court, mais parce qu'elles déploient, en tout cas, semble-t-il, pour les collectivités ou les autorités locales, des capacités d'exploitation de l'urbain à travers ces circuits courts. Alors pour quelles raisons? Et c'est là où il faut sortir, je dirais, de l'économie classique des réseaux, même si j'y reviendrai tout à l'heure, parce que par ailleurs, la fabrique urbaine classique est elle-même, en dehors de la crise des réseaux, elle-même est en panne. Pour le dire rapidement, on fabriquait de l'urbain en valorisant un bout de territoire, principalement du foncier et de l'immobilier, et c'est bien le différentiel, c'est-à-dire la valeur qui est créée, qui est ponctionnée, qui permet ensuite d'investir dans ces réseaux, dans leur fonctionnement, dans leur exploitation. Or, aujourd'hui, puisqu'on est dans le développement durable, puisqu'on est dans l'arrêt, paraît-il, de l'étalement urbain, on doit fonctionner, en tout cas les fabricants de l'urbain doivent fonctionner dans une enveloppe constante, c'est-à-dire faire du renouvellement urbain, pas dans une enveloppe, on est à moment réel, il paraît qu'il ne faut plus utiliser ce mot. Donc, dans un volume constant, à la fois dans un volume foncier et immobilier, mais aussi dans un volume démographique qui est constant. Autrement dit, on n'arrive plus à, grosso modo, je fais dans la caricature, évidemment, aménager des espaces qui sont peu ou pas du tout occupés, qu'on valorise très fortement, donc dont la valeur passe de 1 à 100, puis la collectivité, tant bien que mal, arrive à ponctionner une partie de cette valeur, et puis, grâce à ça, finance les différents services urbains. Ce fonctionnement n'est plus tout à fait possible, ça coûte très très cher de faire du renouvellement urbain, un certain nombre de travaux que vous connaissez probablement qui le montrent très bien. Et donc face à cette difficulté, les entreprises de services urbains sont convoquées parce qu'on estime que la valeur, elle n'est pas créée au moment de l'aménagement, elle est créée au moment de l'exploitation. Et là aussi, je vais aller assez vite. Les promoteurs disent c'est très bien, vos circuits courts ils sont intéressants, la qualité environnementale à travers les circuits courts sont intéressants, mais nous on aménage et
quand on aménage, au bout de 15 ans, nous partons, on n'exploite pas ce territoire. Les promoteurs, évidemment, sont dans des temporalités encore plus courtes. Ceux qui exploitent sont des professionnels, ou en tout cas des professionnalités qui sont encore aujourd'hui dans l'urbain relativement rares. Et donc, je dirais convergence de deux éléments de contexte. D'une part, une crise du modèle classique des réseaux universels, mais aussi, et il ne faut pas le perdre de vue, une crise de la fabrique urbaine classique parce qu'elle doit faire dans le renouvellement urbain. Et par conséquent, les entreprises de gestion urbain remontent à l'amont des processus de décision dans cette fabrique urbaine, commencent à produire des propositions commerciales, en France, Veolia, EDF, mais on pourrait étendre ça à d'autres entreprises de services urbains moins visibles, commencent à formuler des offres de services autour et portant beaucoup autour de ces dispositifs dits de circuits courts. Alors, qu'est-ce qui est facilitateur et qu'est-ce qui pose problème dans la mise en œuvre de ces circuits courts, même quand de grandes entreprises très expérimentées de services urbains se mettent à les expérimenter? C'est la grande question, évidemment, qui a été posée ce matin et qui est posée dans ce colloque, c'est est-ce qu'il peut exister ou est-ce qu'on peut sortir du modèle des réseaux universels, c'est-à-dire des effets de club, c'est-à-dire des économies d'échelle, c'est-à-dire du monopole naturel qui font théoriquement cette économie des réseaux, du réseau universel. Est-ce qu'on peut créer des services urbains en dehors de ce modèle? Alors, dans ces projets, quand on les observe, il y a quelques facteurs facilitateurs qui sont mis en avant par ces entreprises, partiellement, par les emménageurs un petit peu et par les autorités locales plus ponctuellement. D'abord, ce qui est mis en avant, c'est la réduction partielle des coûts de mise en œuvre, de mise en place de ces circuits courts, c'est-à-dire des circuits courts qui seraient, d'un point de vue technique, plus légers, plus light, et dont le coût de mise en place serait plus faible. On le vérifie effectivement pour un certain nombre de dispositifs techniques. On va prendre les choses les plus simples. Et donc, on a pu le vérifier dans un certain nombre de projets. La gestion de l'eau pluviale grâce au NOU permet de diviser par 2, voire dans un certain nombre de cas par 3, le coût de traitement du mètre cube d'eau pluviale. On l'a vérifié dans d'autres cas sur des projets énergétiques. Là, je renvoie aux travaux d'énergie demain. Donc, en fonction du niveau de centralisation locale, on peut effectivement avoir des économies sur la desserte énergétique. Si on sort des 3 domaines de l'intitulé de cet après-midi, un certain nombre de bureaux d'études montrent que la mutualisation du stationnement permet de réduire jusqu'à un tiers des coûts de VRD dans des projets d'aménagement, en réduisant le nombre de stationnements, en particulier le stationnement en infrastructure. Donc il y aurait des coûts, et on peut le vérifier, pour un certain nombre de dispositifs techniques qui sont mis en avant, des réductions du coût. Deuxième élément facilitateur, c'est la recherche d'effets de série, c'est-à-dire que un certain nombre de collectivités locales essaient d'utiliser ces projets pour développer des produits et donc des filières industrielles en arrière-plan. On va voir tout à l'heure que ça ne marche pas et qu'il y a effectivement des effets massifs. Et puis, malgré ces leviers facilitateurs, des limites. Une première limite est une limite classique. Sortir du réseau universel pose, même si les consommations sont en train de baisser comme ça a été rappelé, de toute façon un problème de production et de production de masse en milieu urbain, et les circuits courts ne permettent de répondre qu'à une partie quand on considère l'importance des demandes de consommation urbaine dans ces 3 domaines. Et puis, une autre limite, en regardant uniquement les effets de série, elles sont relativement rares. Et les effets de série, c'est par exemple le cas de Fribourg, qui aurait été utilisé très fortement pour valoriser, constituer toute la filière d'énergie solaire dans le Länder.
et qui effectivement fonctionne. Et donc, conclusion, selon une étude économique allemande, 2 milliards d'euros auraient été générés grâce, directement ou indirectement, au projet de Fribourg et à la valorisation du solaire à travers le projet de Fribourg. Mais ce sont des cas exceptionnels, puisque quand on regarde un certain nombre de cas, notamment en France, de tentatives de constitution de filières industrielles venant permettre la mise en place de ce dispositif technique, elle fonctionne assez peu. Nous avons étudié, par exemple, la région Poitou-Charentes autour de dispositifs de gestion alternative de l'eau. Les financements qui ont été attribués à cette filière n'ont pas permis la constitution de cette filière et nous avons enquêté d'une manière extrêmement détaillée. Donc, limite de l'exercice, malgré un certain nombre de facilitateurs. Alors, faut-il pour autant conclure qu'on en arrive, je dirais tout simplement, à un effet d'annonce, à des tentatives autour des circuits courts qui ne remplacent pas définitivement les réseaux. D'un point de vue technique, je ne l'ai pas évoqué, j'aurais dû le dire autour de l'exemple de Kreuzberg, on aboutit à ce qu'un certain nombre de collègues appellent évidemment des systèmes composites, c'est-à-dire qu'on a à la fois des systèmes courts, des circuits courts, pardon, mais qui sont connectés à des réseaux qui portent sur des territoires beaucoup plus grands. Est-ce que, je dirais, c'est une transition vers d'autres modèles? Pour l'explorer et revenir vers les entreprises de services urbains et de gestion des réseaux, une des directions les principales, parmi les principales, qui semble être explorée, c'est finalement un travail sur des économies d'échelle localisées. Je m'explique. C'est la tentative de construire des synergies entre des réseaux classiques. Autrement dit, ne pas essayer de trouver uniquement des économies à travers les rationalités propres à tel ou tel réseau, mais à trouver des synergies entre les réseaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des dispositifs qui sont interconnectés, et je vais vous en donner quelques exemples tout à l'heure, et multifonctionnels. Alors, quelques exemples, je reviens à Manou, qui est à la fois un dispositif de gestion de l'eau, mais aussi un dispositif paysager, mais également, dans un certain nombre de cas, un dispositif dans la gestion d'une partie des espaces naturels. Si je reviens dans notre exemple qui se diffuse, c'est la récupération de la chaleur sur les réseaux d'assainissement. Et si on sort encore une fois des trois domaines, c'est cette idée de la voiture dans les smart grids qui serait à la fois un dispositif de transport, mais aussi un dispositif de stockage de l'énergie. Et on voit poindre dans les réflexions de ces entreprises de services urbains des développements, des réflexions autour de dispositifs techniques, donc interconnectés et multifonctionnels, ce qui n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes très importants et lourds du point de vue à la fois du développement technologique, mais aussi du point de vue de la gestion. Là, on peut ouvrir la parenthèse, des gestions simples. En France, très régulièrement, au sein des collectivités, les services des espaces verts et les services hydrauliques et les services de la voirie se rejettent tous les trois la responsabilité de la gestion et de l'exploitation de ce dispositif relativement simple et élémentaire. Autrement dit, on voit s'acheminer, en tout cas, ces entreprises de services urbains vers moins le développement de réseaux en premier que le développement de systèmes de services urbains. C'est-à-dire qu'une offre de service avec un S, urbain avec un S, dont ils seraient des intégrateurs, puisqu'ils auraient la maîtrise à la fois technique, mais aussi des modèles économiques qui sous-tendent le développement des réseaux et des dispositifs techniques. Autrement dit, on voit poindre dans ces différentes réflexions une offre de services intégrée territorialement, c'est-à-dire que le territoire devient l'espace d'intégration et l'espace de rationalisation économique et technique de cette offre-là, grâce à ces circuits courts. Et ces circuits courts ne fonctionneraient ou ne seraient viables que si on les réfléchit comme des systèmes de services. Autrement dit, le slogan serait la ville des services au lieu ou à la place de l'urbanisme des réseaux. Et là, je renvoie
donc vers le titre de Gabriel Dupuy, auquel j'emprunte en partie l'idée de système plus appliqué au système de service. Et donc, les réflexions qu'on voit poindre sont autour de cette hypothèse-là, donc dispositif interconnecté, multifonctionnel, qui vise à trouver une rationalité à un système de services qui, lui, est le support d'une offre intégrée de services urbains qui s'adresse aux usagers finaux, je le précise. Alors, à quelles conditions et de quelle manière pourrait être développée cette hypothèse? Je vais évoquer trois très rapidement pour finir par celui qui me semble, celle qui me semble particulièrement intéressante. Le premier risque, c'est celui de la différenciation ou de la fracture, comme ceci est évoqué par Gabriel Dupuy, à la différence près que les ségrégations, on va dire, pour reprendre un terme beaucoup plus classique, entre les populations dont l'accès à ces services plus intégrés se ferait à des mailles beaucoup plus fines du territoire urbain, autrement dit, dans un même quartier, dans un même îlot, voire même dans un même bâtiment, des personnes pourraient accéder à des services de nature, de qualité totalement différentes en fonction de l'organisation technique et financière. Deuxième condition ou risque ou interrogation qu'on peut avoir, ces offres, quand on les regarde, et nous on les analyse aussi sur le plan juridique, ces offres qui se profilent posent la question de l'espace et du lieu où on définit les règles communes de construction de l'accès aux services urbains. La question n'est pas seulement celle de l'accès aux services urbains, c'est à quel endroit des règles communes sont définies, puisque principalement aujourd'hui, ces circuits courts sont beaucoup développés d'une manière volontariste à travers des formes de contractualisation, ou ce qu'on appelle des formes conventionnelles d'un point de vue juridique. Autrement dit, si vous avez une seule entité qui gère un quartier ou un ensemble de quartiers et que vous devez passer par elle dès que vous voulez avoir un abonnement à l'énergie, vous êtes obligé de prendre votre abonnement à l'eau chez elle, vous êtes obligé de prendre un abonnement au télécom chez elle, vous êtes obligé de prendre un abonnement pour le déchet chez elle, etc. etc. Donc je ne l'ai pas présenté comme ça, c'est peut-être plus concret, c'est ça une offre intégrée. Ça veut dire que, et contractuellement, vous êtes attaché à elle, donc vous prenez un abonnement, et comme tout le monde et comme nous tous, vous prendrez cet abonnement sans lire le contenu d'abonnement, parce que vous ferez tout simplement, votre préoccupation c'est d'accéder à ces services. Si on pousse, et si vous me suivez jusqu'au bout en faisant un petit saut dans le temps, si on pousse au plus loin cette hypothèse, dans 50 ans, on fêtera les 100 ans de l'Institut d'urbanisme de Montréal, et en même temps, le jour où on aura un problème en tant qu'usager, on n'ira pas voir l'élu, revendiquer, manifester au pied de la mairie, on regardera au bas de notre facture d'abonnement le siège ou le lieu de facturation ou l'agence qui fait l'offre intégrée pour revendiquer un accès au service qui soit de qualité ou qui soit équivalent. Et puis troisième question ou troisième condition, je vous force le trait, j'essaie de vous réveiller parce qu'après le déjeuner c'est plus difficile. Une question qui me semble clé, qui a été très rapidement peut-être évoquée cette matinée, c'est celle du design au sens le plus large du terme, c'est-à-dire de la conception à la fois esthétique, conceptuelle et fonctionnelle. Alors pourquoi je le mets tout à fait à la fin? Parce que c'est un sujet qui est très peu évoqué quand on aborde ces questions de transformation des réseaux, de la mise en place de ces circuits courts, etc. Parce que ce qui se joue aussi dans la sortie de ces réseaux, c'est un autre rapport, de ces réseaux universels, c'est un autre rapport à l'ensemble de ces matériaux, à ces données qui ont été, alors ça c'est mon hypothèse, enfermés dans ces réseaux. Enfermés certes d'un point de vue technique et économique. Technique, vous ne voyez pas l'eau quand elle est produite, personne de nous ne la voit, sauf s'il est spécialiste de la production de l'eau, on la voit quand elle arrive au robinet, c'est-à-dire le rapport social et anthropologique à cette matière qui nous est livrée à travers un abonnement, elle est enfermée dans un dispositif technique parce qu'il faut en avoir la maîtrise d'un point de vue sanitaire, etc. Et la question des circuits courts, en tout cas la question de la sortie des réseaux, repose différemment ce rapport à ces différentes matérialités qui font la ville. On peut, de la même manière, poser la question, en tout cas la sortie du réseau, c'est pour ça que j'avais dit qu'il faut vraiment les différencier,
poserait différemment notre rapport aux déchets et donc de quelle manière se construit ce design. Alors je prendrai juste deux exemples très rapides qui illustrent et je finis, j'en suis vraiment à la conclusion. Donc on demande, pour diverses raisons louables, à ce qu'il y ait une gestion différente de ces déchets, et donc sont mis progressivement en place des dispositifs de tri, donc de filières. C'est pour ça que je parlais tout à fait au début, en introduction, du fait que les déchets renvoient à des matières différentes entre les matières inertes et les matières influixibles, etc. On construit donc des filières différentes. Donc on demande à ce qu'il y ait du tri, une gestion par filières différentes, etc. En revanche, les espaces, les matériels qui sont mis en place pour avoir ces circuits courts, ces dispositifs dits alternatifs, sont exactement ceux qui ont été dessinés au XIXe siècle. Je peux prendre l'exemple aussi de l'habitat, mais c'est un autre sujet, et les architectes ne sont pas là pour se défendre. Le design de ces bâtiments qui sont supposés être une composante de ces circuits courts est celui débattu dans les années 20 et dans les années 30. On peut prendre beaucoup d'exemples de ce type-là, et pour revenir à mes déchets, je prends souvent cet exemple-là, comment on peut demander dans cette filière, et dans cette filière il y a des usagers, aux usagers de respecter des règles de tri, et ensuite aux techniciens exploitants de respecter un certain nombre de consignes. Si vous avez des locaux de poubelles qui sont dessinés comme on les a conçus il y a très très longtemps, qui ne donnent aucune idée de cette valeur nouvelle qu'on attribue aux déchets comme un élément ressource dans un circuit qui est désormais fermé. On peut déployer comme ça beaucoup d'exemples dans le monde des transports, dans le monde de l'eau, quand on demande un certain nombre d'actes et quand on met en scène de plus en plus la récupération de l'eau dans l'espace public, mais qu'on le fait d'une manière tout à fait classique, le rapport des habitants, des usagers à l'intérieur de ce dispositif n'est pas le même. Quelle est la conséquence ? La conséquence, c'est que d'un point de vue financier, économique et du respect d'une règle commune, qu'elle soit contractuelle ou qu'elle soit législative, on ne la met pas de la même manière. Et je rappelle juste, pour finir, que les réseaux universels se sont construits, par exemple à Montréal, avec l'obligation et ensuite accepter de, par exemple, prendre un abonnement et respecter l'abonnement, c'est un respect d'un code d'usage et donc ensuite d'une rétribution financière de ce service-là. Certes, il a été rendu obligatoire, par exemple à Montréal, le 31 août 1851. Ça, c'était... oui, c'est bien ça, non? Non, j'ai bien révisé. Pour permettre justement le fonctionnement de ces services. Sortir de ce type de service suppose de construire un autre rapport des usagers, mais aussi des différents techniciens et gestionnaires, et donc un travail tout à fait particulier sur les questions du design, non pas comme une sorte d'esthétique, mais du croisement entre ces nouvelles fonctionnalités, ces nouvelles valeurs sociales qu'on attribue à toutes ces matières, et les équilibres économiques et financiers. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je vais donc vous demander de garder vos questions qui sont certainement nombreuses. En tout cas, moi, j'en ai noté plusieurs pour ma part. On va donc tout de suite poursuivre avec la conférence de M. Rafi Bedrosian sur Waterfront Toronto. La conférence sera en anglais. En voyant la conférence, je vais voir si c'est nécessaire pour moi de faire un petit résumé à la fin. Généralement, comme c'est assez technique, ça ne devrait pas poser de problème de compréhension. Enfin, la conférence va donc porter sur un cas tout à fait concret à Waterfront Toronto où se sont opérés des choix de différentes échelles d'infrastructures. Donc, je pense que ça va tout à fait compléter la conférence de M. Souami. Donc, M. Bedrosian, your turn. Merci, Daniel. Bonjour, mesdames et messieurs. I'm sorry I have to speak in English, and I hope everybody understands English.
if you don't follow everything, at the end of my talk, Danielle will try to summarize a few points for you. My presentation will be about applications of different types of infrastructure and what we're doing at Waterfront Toronto. This is the downtown Toronto map on the north shore of Lake Ontario, and the downtown is mainly north of the East-West Railway and Union Station, the ones who know Toronto. And there's the railway east-west and also a expressway called Gardner East-West, which separates the city from the waterfront. And actually, everything south of the railway is man-made land. It's all filled land over the past 100 years. This was all lake before, and it's all filled to make a port area, which was extensively used during Second World War. And it's all industrial with oil tank farms, foundries, coal gasification plants, different warehouses and factories. So not only the soil is contaminated when they were just dumping in whatever soil that they found in order to fill this land, but also the industrial uses have deposited a lot of pollutants on these soils. And of course, industry now has left, and these are all abandoned, derelict lands. And for the past 30 years, 40 years, the three levels of government kept fighting with one another how to solve this problem and how to make the waterfront lands of Toronto viable again. And at the end of the fighting, they finally decided that since we cannot get along, let's all together form a company and let this company do our job for us. So each level of government, federal, Ontario province, and City of Toronto, they each promised to put together $500 million each and to form this company called Waterfront Toronto with a capital of $1.5 billion to redevelop and revitalize the waterfront lands. Let me see if I can work this. If you know Toronto again, Yonge Street divides the city east and west. West of Yonge Street is already developed with condominium buildings, but it's developed in an unplanned way. It's like a wall of concrete, and the public is not accessible to the water. So east of Yonge needs to be developed, all these lands, and all of this port lands. So I will focus today's presentation on what we're doing in East Bayfront, West Don lands, and part of this port lands. Just to orient you, this is a river called Don River, which is one of the large rivers in the city. And again, in a man-made channel, it makes a right-hand turn, 90-degree turn, and comes out into the harbor. And the rivers don't like making right-hand turns, so this causes a lot of flooding right now. Not only the highway beside it, but all of this land is susceptible to flooding. And if there is a historically important storm in Toronto, it's called Hurricane Hazel. If Hurricane Hazel happens on the Don River, all of this land, including downtown, will be flooded. So the two challenges of developing these lands is to make these lands flood-proof
Second, to clean up the soils. And third, make sure that the politicians give us the money and not interfere with the plans. So this Waterfront Corporation was formed, and we have started working for the past few years. As you know, this is Toronto Islands, and that's the island airport. I flew from there this morning. So in terms of size, this is 800 hectares. It's a huge area. It's bigger than downtown Toronto. It's 20 times London's Canary Wharf or the Lower Manhattan Battery Park project. It's 4 times the size of state of Monaco. So it's a huge area, and we have 25 years to redevelop, revitalize these lands. And so this $1.5 billion is not enough to provide all the infrastructure. And what our mandate is that we will clean up the land, make it flood-proof, put all the infrastructure in there, make it developable land, sell it to developers block by block. With the revenue, then develop the next block, the next block, the next block. So that's the simple formula. So as I said, I will talk about these 3 lands. This is that East Bayfront until 2 years ago. This is how it looked. And this is how it will look, hopefully, in the next few years. The development of this land has already started. Waterfront lands are good in the summer in the sense that there are people there. There's life there, but in the winter, not too many people, unfortunately, enjoy the waterfront. So it is important that we bring in not only condominium development here, but also commercial, academic, and business developments as well. I should say that Waterfront Toronto's 5 objectives in all projects is that to make sure of 5 things. One is to make sure there is transit. Everybody needs to live, work, play within 5 minutes of transit. Second, to prevent urban sprawl and to make sure that waterfront is available not only to the rich people, but to everybody. So 20% of all housing will be affordable housing. Third, there should be access of people to the lake, and there should be lots of parks and open space. So 25% of all land is supposed to be parks and open space and promenades, boardwalks on the water. Fourth, to make sure that everything is environmentally sustainable, everything must be green on the blue lake. And our measure of measuring green is using LEED. I'm sure you're familiar with the LEED standard. And so that's our measure, not only for individual buildings, but also neighborhoods are measured with the LEED, community LEED neighborhood. And the fifth and most important objective, to make sure that it's financially sustainable, economically sustainable. So as I said, trying to meet all these criteria, we have started redeveloping, revitalizing these lands. And the first building which is developed is this headquarters for 25 radio and television stations, Chorus building headquarters. And the next door building is a university campus for health sciences for George Brown. And then the rest will be condominiums and office buildings. This tall building is being developed by a developer who has hired one of your famous architects, Moshe Safdie of Habitat fame, is designing this tall building. Where did we go? This one. And then these are being designed by, again, the world's most famous landscape architects, and architects are working on all of these projects. Each project is
done by competition. And I will concentrate on the public space, this park I'll talk about. And this park, which is already built, as I said, we always build the infrastructure first and then give it to the developers, sell it to the developers, ready to obtain building permit. There's a sugar refinery station immediately beside it, so this park is called very imaginatively Sugar Beach. And this park is more than a park, it's also a stormwater management facility, and I will talk about that later. This East Bayfront will provide 6,000 units, residential units, of which 1,000 will be affordable housing, and 2.5 million square feet of commercial and cultural space. This is that West Donlands area, which is beside the river, and this hopefully will look like this. That's the river down there. The Don River is here like this. And in order to prevent it from flooding this area as well as the rest of downtown, this park, again, it's an integrated park which is also like a mountain. This is like a dam to prevent the Don River from overflowing into the neighborhood. So it's raised quite a bit, and then it gently slopes down to this main artery. This development is accelerated because Toronto won the Pan Am 2015 games. So there will be 8,000 athletes and media people coming here to 2015. And part of this neighborhood is going to be Athletes Village. So we will have to build 2,000 units to accommodate the athletes and the sports people, the media. Of course, this is a project that has a real deadline. You cannot tell the athletes, we're not ready, come back 2 months later, 3 months later. So we have a real deadline, and this project is now moving ahead of all the other projects. And the park is already built, and a few of the buildings are already starting. And again, I must compliment the Quebec talent. Most of the landscape architects as well as building architects are from Quebec, Montreal and Quebec. River City is one of the projects being designed by the Quebec architects. This is the Lower Donlands area. And you see the river which comes like this and does this 90-degree turn and goes into there, into the harbor. That's, as I said, causes lots of flooding. Therefore, instead of widening this man-made channel, what's being proposed now is to build a naturalized river which comes on land like this into the river. So a new river will be built like this in a naturalized way, and development will happen on both sides of that river. So if you have water frontage, that's also adding to the value of the blocks that you're creating for development. This is that Gardner Expressway, and these are the railways, and everything south of it is now abandoned derelict lands, and all of this hopefully will become like this. So that channel will stay with cafes, restaurants around it, but the real river will be over here like this. Now, a bit of stormwater management. The runoff from all this new development, we're not allowing it to go uncontrolled into the lake, as is with most of the storm sewers right now. However, as we know, urban runoff is polluted, and it has to be treated. And what is being considered is to settle it with storage tanks,
and then to subject it to what's called ballasted flocculation, which adds some chemical to the settled flow to bring down the pollutants, and then subject the rest of the flow to ultraviolet filtration. And most of this will happen in the park building, which has a cafe on the main floor and a skating area, changing area for the kids to play in that pond, which freezes in the winter and becomes a skating area. But the ultraviolet equipment is in the basement of that building. And this is the way it's going to work. So the runoff will be collected from the neighborhoods, and it will be settled in an underground tank, from which it will be treated with this active flow system or ballasted flocculation system. And then it will be cleaned up with UV treatment, and the flows will be pumped into this art sculpture, which will then send it in a channel to the lake. So that's the building facility. And these are the art sculptures where the water is pumped after it's cleaned, and in this like a sheet of water, it comes down in the channel to the lake. These are all built, by the way, and I'm sorry, my slides don't do justice to some of these really beautiful structures. You can follow them on our website, waterfronttoronto.ca. Now, this neighborhood, which is in the design stage, this is not developed yet. The previous two neighborhoods are already on the way being developed, real construction, but this one is still subject to lots of political debates. So the river, which, as I said, comes in this channel into Lake Ontario, is proposed now to have like this, to come in a more naturalized way with wetlands around it and parks, green space. And the runoff from each of the buildings, we're assuming that the roof water is clean runoff, like it's not subjected to pollution on the streets. That will be sent to the trees on the streets as well as to the wetlands, so that it will always be used for irrigation purposes. We are considering the trees to be part of infrastructure, street infrastructure. And if you just plant the trees, their average life in Toronto is 5 to 10 years. But we are providing for each tree continuous soil under them in the street. And these soil cells, what's called silva cells, then will be irrigated during dry weather with stormwater which is collected. Now, a bit about the city itself. City of Toronto has come up with a wet weather flow management guideline. It's not a standard, but it's like a advisory guideline, and it doesn't give you or require you to provide certain measures, but it just gives you targets, and as a developer, you're supposed to meet those targets whichever way you want. Whenever you can, whatever you can, wherever you can, you have to provide stormwater management. And these are following, in terms of infrastructure, 3 levels. There are source controls, things that you can do on your own lot. There are collection controls, which are things that you can do in the pipes, the conveyance system. And thirdly, end of system controls, which are at the end where the outfall goes, let's say, into the lake or into the receiving river. So
one doesn't have priority over the other. It's like a hierarchy of treatment, and all three will apply like a treatment train. So the private developer needs to do certain things at source on his own block. Then during the pipe conveyance, it can be further treated, maybe as infiltration swales, bioswales, or in the pipe storage. And then at the end of the pipe conveyance, there will be further treatment as ultraviolet or further settlement and other measures. So there isn't a priority on which one to do. It's site-specific, but all three are applicable. Oops, sorry. And in the wet weather flow master plan guideline, it also gives you examples of what can be done on parking lots, for example. On parking lots, there are porous pavement, which infiltrates the runoff into the ground under the pavement. There are swales. Instead of having catch basins and pipes, you can direct the flow on the surface of the parking lot into a vegetative area, a landscaped area, and it slows down the peak from the parking lot, as well as it's also cleaning up by capturing the pollutants. Sorry. Another requirement of the city recently is to ensure that green roofs are becoming more acceptable, and so there is some financial help as well as a requirement for all new city buildings to be providing green roofs, especially, let's say, schools or warehouses where you have flat roofs. That's ideal to apply green roof standards. Of course, the cost is still not comparable to conventional roofs, but with these incentives and with some additional requirements, green roofs are becoming more and more usable now. But the challenge will be to convert existing roofs to green roofs. When you're building new one, maybe it's more acceptable, but to retrofit existing industrial buildings, that would be the real benefit for stormwater management. Now, I will give you another example of infrastructure which we are applying. District energy means that instead of each building, let's say a condominium building, an apartment building, or an office building, instead of having its own cooling or heating system with a boiler or chiller on the roof, some mechanical system on the roof, instead, the whole neighborhood, there is one plant which provides heating and cooling for all the buildings in the neighborhood. So this saves money in the long term for the building owners, as well as overall it reduces the emissions and the carbon footprint. All we need is to plan ahead and build the pipes in the streets from each building, leading to this centralized heating and cooling plant. And this is what's being done in Waterfront now on a neighborhood basis. The other advantage of this is that if, let's say, the heating cooling system is operating with natural gas right now, because natural gas is convenient and cheap, but if another fuel source comes up later, you're not changing each building. You're only changing at the plant, converting it to something else. And of course, we have to plan then in the road right-of-way, in addition to storm sewers, sanitary sewers, water mains, and hydro and other infrastructure. We have to find the room to put these heating and cooling pipes.
The other advantage which Waterfront has is that there's a company called Enwave in Toronto, which is bringing in the lake water, which is always constant at 4 degrees Celsius, to use that as cooling for the buildings. So they're taking the lake water, circulating through the building's piping system, instead of having an air conditioning unit in the building. Like, all these things are not adding to the costs, but by planning ahead, it's possible to even reduce costs. As I said, our main problem is soil contamination. And the way it's done, the regular practice is to take the contaminated soil, excavate when you're excavating for the building foundations, to take that contaminated soil, put it on trucks, and then take it to landfill sites, maybe 50 kilometers away. And then we also need new clean soil in order to raise the land above flood levels. So for that, then we would have brought, again with trucks from miles away, clean soil from other agricultural areas. So instead of sending contaminated soil and then bringing in other clean soil, what we are trying to do is to recycle the soil. By this, I mean we have built a facility which cleans the contaminated soil, removes the contamination from the soil, and with different technologies. One technology that we've used is called soil washing. You're putting the contaminated soil through water with some chemicals in it, and the heavy metals are attached to these chemicals, settle down, and you're left with clean sand and gravel, and then we use that as fill in parks or in other areas where we have to raise the land. So all these technologies, they are not new, but they are new to us in Ontario, in Canada maybe. So we are dealing with European consultants and operators. We did 2 summers ago a pilot project. We brought 2 of the best soil treating operators from Europe, one from Belgium, one from Holland. The one from Belgium did the London Olympics site, by the way. And then we gave them different types of soil from Waterfront and asked them to treat these soils side by side together as competition to each other, to show us whether they can do it to Ministry of Environment standards, if they clean it to that standard, and more importantly, if they can do it for economically similar cost to trucking it away to landfill sites. And they were able to do that. We're convinced. So now we hired a different operator on a permanent basis to clean the soil. So any excavated soil from not only Waterfront, but the rest of City of Toronto now goes to this treatment plant. And then we will be using the cleaned up soils. One other infrastructure which we are exploring is vacuum waste. This is, again, new for us in Ontario, but I know that there is an application of this in Montreal. It's originally from Europe, again, this technology that instead of having garbage trucks picking up garbage from buildings or from, let's say, the street garbage bins, there's a pipe under the street attached to a vacuum system. So when you throw garbage in the garbage bin, it's sucked to a centralized location. And then instead of sending garbage trucks on the streets to pick up garbage, then it's all picked up from this centralized location. So this technology we're looking into.
this is an example in Holland. So whenever you throw garbage, it's going automatically into a garbage plant several kilometers away. And it works like this. So this Waterfront Toronto project is the world's largest brownfield revitalization project. And it's a 25-year, 30-year project. Probably we will all be dead by then, but hopefully all of these new ideas will be utilized, making this a showpiece area of Toronto. Thank you.